Qu'est-ce que je désire vraiment? Combien de nuits ai-je passé à ressasser cette question? Sans y trouver une réponse, j'ai fini par comprendre son véritable objectif. I told myself that I would figure things out alright. No need for stressing, what's another 365? Le désir, c'est quelque chose de très expliqué, de très théorisé, et pourtant ce n'est pas quelque chose où l'on arrive à se mettre d'accord au sein des communautés scientifiques, philosophiques et même psychologiques. Tu n'as qu'à rechercher le désir sur Google et t'embarquer dans des centaines d'heures de recherche pour le comprendre. Pourquoi ce sujet est-il aussi marqué? Car le désir fait partie intégrante de nos vies à toutes et tous, et ce, peu importe le sujet étudié. Une guerre, un désir de pouvoir, l'amour, le désir relationnel, le dernier iPhone, le désir matériel. Une amélioration des droits humains, un désir de justice. Tout est plus ou moins lié au désir dans la condition humaine, et qu'est-ce qui est aussi fortement lié à l'humanité? Le désir de compréhension. C'est assez drôle dit comme ça, on désire comprendre le désir. Depuis bien longtemps, nombre de philosophes, chercheurs et chercheuses, et même les religions, ont abordé la question du désir humain. Cette vidéo m'a été fortement inspirée par la lecture de l'ouvrage de Frédéric Lenoir, Le désir, à qui j'aimerais dédier cette réflexion. Je te conseille vivement cette lecture si la question du désir t'intéresse pour en apprendre plus sur le désir à travers les âges. Aujourd'hui, ma pensée se porte sur une dimension précise du désir et je poserai ma problématique comme suit. Le désir est-il un frein au bonheur? Focus on the living 25. But now you got me searching for it. What's the point of rushing? Thought that we could stay a while. Sur la question d'un frein, j'aimerais commencer mon propos par changer cette vision de ce qu'est le désir. Et je lui attribuerai par nature un processus naturel et fabriqué, un processus qu'on pourrait matérialiser sans pour autant qu'il empêche l'avancée d'un individu, mais plutôt qu'il la complique. Commençons par la vision de l'école de Platon, et notamment d'un de ses successeurs qui affirma la chose suivante: toute notre vie oscille comme un pendule de la souffrance à l'ennui. Les plus pointilleux auront reconnu Arthur Schopenhauer, et non Arthur Carraradan, c'est le mec qui vous parle là. L'idée serait que l'objet désiré, lorsqu'il n'est pas acquis, fait souffrir. Et dès lors qu'il est acquis, c'est l'ennui qui s'installe, car c'est ce même désir qui était moteur de l'envie, d'un objectif. Je veux traiter de ce point particulièrement, car cette idée, somme toute conceptuelle sur le papier, est en réalité expliquée par la neuroscience. D'une part, le cerveau, formé depuis des milliers d'années, est une machine complexe traitant la gratification instantanée et facile, presque comme une religion. D'autre part, notre société actuelle est un mécanisme dont l'engrenage principal propulsé par le capitalisme est la surconsommation. Simplement avec ces deux points, il y a là un cocktail parfait pour ce renouvellement du désir infini et donc cet oscillement entre ennui et souffrance. Là où je veux en venir en posant ce contexte est que le désir est presque inévitable, si ce n'est en surmontant sa nature et l'entière société. Ainsi, en prenant en compte cet élément, on peut alors statuer sur le possible frein qu'est le désir dans son parcours vers le bonheur. Le bonheur étant fondamentalement opposé à la souffrance et à l'ennui. Et encore, je pourrais longuement parler de l'importance de la souffrance dans le bonheur, mais je préfère l'attacher ici simplement au concept du désir. Maintenant que nous avons connaissance de la vérité qu'est le désir, il est temps de voir en quoi il serait frein ou promoteur du bonheur.
close my eyes, you're standing there in front of me. When I close my eyes, it's almost like it used to be. Then I realize you're just a ghost, maybe at most a fragment of my mind. When I close my eyes, L'homme de philosophie ou de religion se retrouve sur un point convergent dans sa quête de compréhension du désir. La maîtrise du désir permet d'améliorer sa condition et ne pas succomber au vice. Le chemin emprunté va bien sûr être différent pour l'un comme pour l'autre, et différents courants de philosophie, diverses religions, traitent la question à leur manière. Focalisons-nous sur deux courants assez proches qui sont le stoïcisme et le bouddhisme. Le premier cherche à supprimer le désir, étant vu comme la racine du mal. Le second, plutôt à éteindre la soif, c'est-à-dire supprimer la soif du désir, cette envie absolue d'y parvenir plutôt que le désir en lui-même. On assiste à un essor de ces courants de nos jours, sans pour autant les nommer. Se détacher des biens matériels, des carrières, de l'autre dans ses relations amoureuses, beaucoup d'exemples font loi. L'éloignement du désir est vu comme salvateur dans son accès à une vie plus saine. S'il y a tant cette idée de contrôle du désir, c'est parce que celui-ci est vu comme néfaste, enclin à une vie de luxure inutile. Il faut alors l'évincer et se reconnecter à une quête plus noble de paix intérieure, dépourvue de désir, laissant enfin accès à un état apaisé. Avec ces deux premières parties, je voulais surtout établir que le désir est inscrit au plus profond de la nature humaine. Et ce, même pour celui qui cherche à ne plus désirer. On arrive même à un paradoxe, le désir de ne plus désirer. Et surtout, le désir crée naturellement le manque et la souffrance par sa propre nature. L'objet non acquis nous fait défaut. Acceptons alors le désir à bras ouverts, et plutôt que de combattre un ennemi impossible à même imaginer vaincre, cherchons à en comprendre les limites. C'est pourquoi cette question du désir du bonheur m'a suscité réflexion. On pourrait voir deux concepts plutôt opposés, et pourtant, il est possible de désirer le bonheur, évidemment. Le bonheur est un état subjectif et même abstrait, temporaire et souvent un parcours semé d'obstacles. Si l'on désire trop ardument le bonheur, on se rend compte de son absence dans le moment présent. On idéalise un futur lointain et heureux, et surtout on prend conscience du manque de bonheur dans notre situation actuelle. Mais c'est ici qu'intervient une boucle sans fin. Si j'efface mon désir de bonheur, qu'est-ce qui m'attend ? Le malheur ? L'impossibilité d'être heureux ? Dans un cas comme dans l'autre, les questions du désir et du bonheur sont liées par la souffrance. Alors, est-il même possible de connaître le bonheur ? and the plastic of your sea, if I was him, would you say? Pour conclure, je dirais que accepter l'incontrôlable, c'est-à-dire le désir, permettra l'accès à la paix. Il faut quand même accepter son désir. Nous sommes des êtres de désir et vouloir absolument s'en écarter n'est in fine pas possible puisque on revient à ce paradoxe de l'homme qui désire ne plus désirer. La paix étant composée à la fois de bonheur et de malheur, tous deux d'ailleurs sont aussi importants l'un que l'autre dans un chemin de vie. Et là où on pourrait considérer la paix comme un état apaisé du désir, le chaos, lui, le malheur, est plutôt composé de désirs très forts. Mais n'oublions pas que la paix n'existe pas sans le chaos. Reconnaître cette dualité interne à notre psyché, c'est accéder à un stade éveillé de son soi. C'est mettre enfin de la conscience sur nos désirs.
Pour répondre à la question initialement posée, est-ce que le désir est un frein au bonheur? Je ne pense pas qu'il soit un frein en tant que tel, du moins pas un frein à 100%. Le désir peut être évidemment un frein, mais il peut être aussi un fort levier dans notre bonheur. Comprenons de toute manière qu'il n'est pas possible de mesurer le bonheur comme une donnée métrique et physique. C'est quelque chose, encore une fois, de très abstrait. Donc, le bonheur de l'un sera peut-être le malheur de l'autre, et inversement. Peut-être quelqu'un qui désire énormément sera très heureux grâce à ce désir. Inversement, quelqu'un atteindra peut-être beaucoup plus la paix et le bonheur en se libérant de ses désirs. Mais ces deux personnes, aux allures si différentes, ont en réalité à apprendre l'une comme de l'autre. Ces deux personnes ont en réalité à apprendre l'une de l'autre. Celui qui désire trop se trouvera dans une boucle sans fin de désir et ne connaîtra jamais satisfaction à sa soif. Au contraire, celui qui cherche absolument à abolir ses désirs va peut-être connaître un état d'ennui. Celui-ci va s'empêcher toute stimulation, va s'empêcher des objectifs, et même l'objectif en lui-même du bonheur. Donc la question presque n'est pas de maîtriser ses désirs, n'est pas de faire un état des lieux de ses désirs, c'est plutôt de les conscientiser, de les comprendre et de les utiliser à bon escient dans son chemin de vie. Et c'est ce qui conclut le livre de Frédéric Lenoir. Il conclut avec cette phrase-ci: il faudrait idéalement pour l'être humain dans notre société actuelle qu'il réalise la chose suivante, mettre de la conscience sur nos désirs.